Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. C'est un grand plaisir de vous retrouver ce matin pour finir cette série de cours sur la santé mentale et les addictions que j'ai eu le plaisir d'animer ici au cours des dernières semaines. Le cours d'aujourd'hui s'intitule « Tisser des liens pour prévenir et accompagner dans le but d'améliorer la santé ». Ça aurait dû être le sous-titre, mais ça me semblait tellement évident que je ne l'ai pas précisé ici. En tout cas, on va vraiment parler de liens sociaux en lien avec, ou dans ce qu'ils ont de positif, et peut-être pas toujours d'ailleurs en termes de santé. La deuxième partie de la matinée devait être consacrée plus spécifiquement aux questions que soulève le développement des liens interpersonnels via des plateformes numériques, en particulier l'utilisation des réseaux sociaux. Malheureusement, Jonathan Bernard, qui devait animer cette partie de la matinée, ne peut pas être là aujourd'hui. Donc j'ai un tout petit peu modifié le cours pour pouvoir rapidement aborder cette question qui est nouvelle, complexe, qui soulève des débats sociétaux incroyable et qui au passage est très très difficile à étudier, mais malheureusement on n'en parlera pas directement. Ceci dit, si vous êtes intéressé par la thématique, je vous conseille le rapport de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, donc l'ANSES, un rapport qui a été rendu en décembre 2025 et qui est le fruit de 5 ans de travail dans le cadre d'une commission d'experts présidée par Jean-Marie Burkhardt, et dont Jonathan Bernard et moi-même avons fait partie, qui a passé au crible des centaines, si ce n'est des milliers d'études scientifiques sur le sujet, pour essayer de faire un état des lieux sur ce qu'on sait aujourd'hui, vraiment quelles sont les connaissances scientifiques sur les liens entre l'usage des réseaux sociaux numériques et la santé des adolescents. Je vous ai mis aussi une référence vers un article publié par les deux coordinateurs de ce groupe de travail, qui est paru dans The Conversation et qui soulignait les effets sur la santé mentale plus particulièrement, parce qu'on voit quand même que chez les jeunes filles notamment, il y aurait une aggravation des problématiques de santé mentale en lien avec l'utilisation des réseaux sociaux. Mais voilà, vous pouvez lire tous ces publications. J'en profite au passage pour dire que The Conversation est une publication accessible très largement, qui publie de manière un peu synthétique des résultats de recherche sur plein de domaines différents et que c'est une très bonne source d'informations sur l'actualité scientifique. Bon, mais pour le moment, alors, et puisqu'il a fallu faire des choix, je vous propose de parler de sociabilité, de liens interpersonnels de manière plus classique que via les réseaux sociaux, c'est-à-dire principalement de relations humaines de visu. On va donc commencer en parlant de solitude, d'isolement, en définissant les termes et en abordant rapidement ce que l'on sait des effets de ces phénomènes sur la santé. J'ai commencé le cours de la semaine dernière en citant Georges Perec. Aujourd'hui, je voudrais citer Romain Gary, dont différents romans parlent de solitude et d'isolement. Par exemple, Gros câlin, qui raconte l'histoire de Monsieur Cousin, qui, à force de solitude, tombe amoureux d'un python qui s'appelle Gros câlin et qui est sa seule source de réconfort et de contact physique. Ou encore L'angoisse du roi Salomon, où il est question de Salomon Rubinstein, qui a fondé l'association SOS Bénévoles pour venir en aide à des personnes seules, dont bien sûr lui-même. Il est la première personne concernée. Alors dans Clair de lune, un roman de 1977, adapté ensuite au cinéma par Costa Gavras, Romain Gary nous raconte l'histoire d'un homme et d'une femme qui sont très seuls et qui ont chacun perdu ou sont sur le point de perdre quelqu'un d'aimé. Ils se rencontrent et ils passent une nuit ensemble. Et il y a une citation célèbre dans ce livre qui dit « Il ne suffit pas d'être malheureux séparément pour être heureux ensemble ». Mais je voulais plutôt citer un autre extrait qui dit « C'est une époque où tout le monde gueule de solitude et où personne ne sait qu'il gueule d'amour. Quand on gueule de solitude, on gueule toujours d'amour. Et je ne vous dis pas ça je ne vous dis pas que l'on ne peut pas vivre sans amour, on peut, et c'est même ce qu'il y a de si dégueulasse. » Donc ce livre, parmi d'autres romans de Romain Gary, nous parle de la douleur associée à la solitude et aussi, évidemment, de l'importance que ce sujet revêt dans notre monde moderne. Vous le savez peut-être, en 2011, la solitude a été désignée grande cause nationale, comme la santé mentale en 2025 et 2026. Et le 23 janvier est la Journée mondiale des solitudes, une initiative portée par une association qui cherche à favoriser les liens sociaux, promouvoir le bénévolat et qui aussi offre des formations aux collectivités locales, aux entreprises, sur ce thème. Un certain nombre d'acteurs se sont construits autour de cette question de la solitude, notamment la Fédération française des liens sociaux, qui a pour slogan la promesse de bâtir une France plus reliée. Alors comment ? Donc je suis allée voir sur leur site, en promouvant la santé sociale,
C'est-à-dire, ça passe par différents types de programmes qui sont déclinés pour différents groupes d'âge, différentes circonstances. Par exemple, en éduquant les enfants à la sociabilité, en essayant de promouvoir des collectifs sur les lieux de travail, et aussi en œuvrant à modifier les espaces urbains. Donc, puisqu'on a parlé des espaces urbains plus précisément la semaine dernière, je voulais juste vous montrer comment, et on a parlé de l'importance des liens relationnels dans les quartiers de résidence et à quel point c'est un facteur de santé. Voilà, je voulais juste citer la manière dont cette fédération, donc, qui est une association, cherche à améliorer les liens de sociabilité dans les villes, voilà, au travers par exemple de programmes tels que les bancs de l'amitié, des dîners improvisés dans les quartiers ou différentes manières d'échanger sur comment être heureux. Donc ces actions, la grande cause nationale de 2011, la journée des solitudes, s'appuient sur l'idée que le lien social est un besoin fondamental, mais qu'il tend à se déliter et qu'il faut donc être proactif, mener des actions pour le retisser. Alors que nous disent maintenant les études à grande échelle sur ce sujet? Donc, il y a une étude menée régulièrement par le CREDOC et la Fondation de France qui s'appelle l'étude Solitude. Dans cette étude, mais comme c'est le cas dans la plupart des recherches sur le sujet, la solitude est définie comme un état émotionnel qui correspond au fait de se sentir seul. Vous allez me dire, c'est assez évident, mais ce qui est important évidemment, c'est que c'est un vécu subjectif à distinguer de l'isolement dont je parlerai dans quelques instants. Parce qu'on peut être objectivement isolé et se sentir seul, mais on peut aussi être entouré et se sentir seul. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est une forme de mal-être qui s'exprime lorsque les liens sociaux ne sont pas perçus comme étant satisfaisants ou ne correspondent pas à ce qu'un individu en attend. La solitude fait peut-être aussi référence aux difficultés liées à une place dans l'espace social plus largement et aux relations entretenues avec les autres. Et il y a bien sûr un lien évident avec la santé mentale, par exemple avec les symptômes de dépression, dont d'ailleurs un des symptômes est le retrait relationnel. Donc quand on est déprimé, on a tendance à se couper des autres, mais dans d'autres types de pathologies psychiques, il peut y avoir des problèmes de communication qui font que les personnes se sentent seules ou qu'elles ressentent des émotions négatives. Donc, pour illustrer, alors avant de parler de ces chiffres, je voudrais vous citer le portrait d'une femme dont il est question dans ce rapport étude Solitude 2025, donc, qui a été interrogée par les auteurs. Nathalie a 60 ans et se définit comme une personne assez isolée. Divorcée depuis presque 20 ans, elle n'a pas d'enfants et vit avec ses chats qui occupent une place importante dans sa vie. Fille de parents agriculteurs, elle a grandi dans un environnement rural marqué par le travail manuel et la précarité. Son parcours professionnel est haché, composé d'emplois peu qualifiés. Elle a arrêté ses études en terminale et vit aujourd'hui au RSA. Les relations sociales de Nathalie sont très limitées. Elle entretient peu de liens familiaux. Elle dit « La seule famille que j'ai, c'est ma mère mais ça fait longtemps que je ne suis pas allée la voir en EHPAD. Son père est décédé et son frère, avec qui elle n'est pas en bons termes, ne lui apporte aucun soutien. » L'isolement affecte aussi ses relations amicales. Elle a un ami vivant à plusieurs kilomètres, mais cette distance limite la fréquence de leurs échanges. Dans le voisinage, sa position est similaire. Elle se décrit comme assez réservée et les relations avec ses voisins sont limitées aux salutations à de petites aides ponctuelles. Je ne vais pas aller demander un service. Après, on se sent redevable et quand on est au RSA, on n'a pas beaucoup les moyens. Donc, ce rapport sur les solitudes et la manière dont elles se déclinent en France présente un certain nombre de portraits. Celui-ci illustre la manière dont, plusieurs thèmes que j'aimerais évoquer, en particulier différents cercles de sociabilité. Il est question de la famille, des amis, du voisinage, mais aussi, il aborde aussi les déterminants sociaux de la sociabilité, les niveaux de revenus, l'endroit où on vit, les questions d'espace et de mobilité. Et d'ailleurs, c'est ce que nous montre donc cette étude ici, les données chiffrées de l'étude de la Fondation de France, puisque vous voyez que donc, ce que nous montre ce graphique, c'est l'évolution du pourcentage de personnes qui se sentent seules entre 2023 et 2025, qui est d'environ 20%, donc près d'une personne sur 5 en France dit se sentir seule, et ce taux est plus élevé dans les communes rurales que globalement dans les... Non, pardon, c'est l'inverse. Il est plus élevé dans
dans les grandes villes, et notamment dans l'agglomération parisienne, que dans les communes rurales. Mais je sais pourquoi j'ai fait l'erreur et on y reviendra. Par ailleurs, une enquête internationale menée dans les pays industrialisés montre que les Français se sentent plus seuls que la moyenne des habitants des pays riches. Donc vous voyez ici, alors c'est une autre estimation, d'ailleurs ça pose différentes questions. Selon les études, on ne trouve pas tout à fait les mêmes pourcentages de personnes qui se disent seules. En tout cas, donc, ici dans cette étude de l'OCDE, c'est environ 10% de la population qui dit des personnes qui disent qu'elles se sont senties seules la plupart du temps dans les 4 semaines précédant l'enquête, et ces niveaux sont plus élevés que dans d'autres pays. En particulier chez nos voisins belges, espagnols, italiens ou britanniques. Ce taux de solitude élevé dans cette étude touche principalement les adolescents et les jeunes adultes, et il est peut-être à rapprocher des niveaux élevés de dépression que j'ai déjà mentionnés tout à l'heure et qui caractérisent la France. Donc, j'ai trouvé une autre étude dont je ne vous ai pas mis les résultats ici, mais dont je peux vous fournir la référence si vous le souhaitez. Une étude réalisée par une équipe australienne qui s'est basée sur des dizaines d'études réalisées dans 113 pays au cours des 20 dernières années, publiées en 2025, et l'auteur principal est Daniel Surkalin. Les résultats montrent que quand on regarde toutes les données existantes sur les niveaux de solitude, elles sont en réalité très hétérogènes d'une étude à une autre, et y compris dans un même pays. Voilà, c'est peut-être pour ça que ici on voit 10% de personnes qui se sentent seules, alors que c'est 20% dans l'étude que j'ai mentionnée précédemment. L'autre enseignement de cette méta-analyse, c'est qu'on n'observe pas beaucoup d'évolution dans le temps. C'est-à-dire qu'on parle de plus en plus de solitude, mais c'est difficile de dire sur la base des données chiffrées qu'il y a réellement une augmentation du sentiment de solitude dans la population générale. Et enfin, le dernier enseignement de cette étude, c'est que généralement, les taux de solitude sont plus bas dans les pays... Alors, ils sont plus élevés en Europe en général, et c'est là où il y a le plus d'études par rapport à d'autres pays dans le monde, ou d'autres régions dans le monde. Mais les taux de solitude sont généralement plus bas dans les pays d'Europe du Nord que dans les pays d'Europe de l'Est. Et les auteurs rapprochent ces niveaux bas de solitude dans les pays du Nord des niveaux de vie généralement plus élevés, d'un meilleur état de santé, de l'existence d'un état de providence qui maintient les habitants et généralement d'une forte cohésion sociale. Donc, en d'autres termes, des facteurs structurels. Voilà, mais on pourra peut-être en reparler. J'en profite juste pour faire un tout petit aparté. Donc, quand on étudie les niveaux de solitude, on est dans des fourchettes qui dépassent probablement une personne sur 10 au sein de la population. Donc c'est beaucoup de monde. La semaine dernière, en parlant des psychoses, j'ai dit qu'elles concernaient, de schizophrénie en particulier, j'ai dit qu'elles concernaient une personne sur 100 et que c'était relativement peu. Et quelqu'un m'a posé la question ensuite sur pourquoi est-ce que je disais que c'était peu. Donc je m'excuse si ça a pu froisser ou choquer certains. Je ne disais pas qu'il y a peu de personnes atteintes de schizophrénie, mais par contre, quand on veut faire des études statistiques à grande échelle, on a besoin de pouvoir comparer des groupes entre eux, et c'est plus facile, et on a besoin de travailler sur des grands groupes de personnes. Donc pour faire des études sur la schizophrénie, en général, il faut faire des études sur des millions de personnes pour pouvoir étudier des personnes atteintes de cette pathologie qui est moins fréquente que la dépression. Voilà, c'était plus pour clarifier, pour pas que... Voilà. C'était évidemment pas du tout un jugement ou une appréciation, et une personne sur 100 atteinte de schizophrénie, c'est beaucoup de monde dans la population générale. Bon, mais revenons à la solitude. Donc, la solitude concerne probablement un peu plus d'une personne sur 10. Mais les liens de sociabilité, ce n'est pas uniquement la perception qu'on peut en avoir, c'est aussi une situation, un comportement qu'on peut objectiver. Alors comment ? Dans la plupart des enquêtes, c'est en mesurant le nombre de contacts que les personnes entretiennent avec d'autres individus. Et d'ailleurs, évidemment, on ne connaît pas, il n'y a pas de standard, c'est-à-dire on ne connaît pas le nombre idéal de personnes avec lesquelles il serait bon pour la santé d'entretenir des liens. Mais ne riez pas, il y a des gens qui font ce type de recherche. D'ailleurs, vous connaissez peut-être le nombre de Dunbar, du nom d'un anthropologue britannique qui s'appelle Robin Dunbar, et qui a étudié, en fait, qui a déterminé le nombre
de personnes avec lesquelles nous sommes chacune et chacun en mesure d'entretenir des liens, et qui est de 150. Alors, je vous explique quand même ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir 150 personnes dans son entourage ou que si on en a moins, c'est un problème, c'est pas du tout ça. En fait, Dunbar est arrivé à ce chiffre, il est anthropologue et il y a une tradition dans les recherches anthropologiques qui consiste à penser que ce sont les contraintes de l'environnement principalement qui pèsent sur le nombre de personnes avec lesquelles on est en mesure d'entretenir des liens. Lui est parti de l'hypothèse selon laquelle nous sommes de toute façon d'une certaine manière programmés à communiquer avec un nombre limité de personnes sur la base de la taille de notre cerveau. Et donc, il a comparé la taille du néocortex de différentes espèces de primates, dont les humains. Et en fait, il est arrivé à ce chiffre de 150 dans l'idée qu'en fait, on ne peut pas intégrer l'information provenant de plus de 150 personnes, pas 150 personnes qu'on voit tous les jours, mais 150 personnes avec lesquelles on entretient des liens. Qu'au-delà de 150, il devient difficile de communiquer, de maintenir des liens de confiance et qu'il faut des règles et un cadre pour gérer ce groupe élargi. Donc évidemment, on vit dans des villes qui sont de plus de 150 personnes, on travaille dans des structures qui sont de plus de 150 personnes, mais on a des cadres et des règles de vie commune, sinon on ne pourrait pas tous et toutes s'entendre. C'est l'idée, en tout cas, c'est l'hypothèse qu'il a faite. Donc ce nombre de 152 personnes au total se décompose en moyenne, évidemment, de la manière suivante. Donc on a 5 personnes qui nous sont réellement proches, des membres de la famille, des amis, 25 personnes qui sont des amis un peu plus éloignés, mais avec qui on se voit régulièrement, et environ une centaine de personnes qui sont des connaissances, et en tout et pour tout, voilà, ça fait à peu près 150 personnes dans notre entourage. D'ailleurs là, ce que montre ce graphique, c'est que voilà, à partir de 250 personnes surgissent des phénomènes d'exclusion et voilà, au-delà de 1500, on n'est pas capable de se rappeler des noms qui vont avec les visages. Voilà. Donc évidemment, c'est une moyenne. Voilà, il ne s'agit pas du tout de dire que c'est pas du tout prescriptif, c'est pas pour dire qu'il faut 150 personnes pour avoir un bon réseau social, mais vraiment là, l'idée c'est plutôt de mieux comprendre les fonctionnements des groupes humains, qui servent quand même à nous procurer une forme d'identification et à pouvoir organiser des réseaux d'entraide. Évidemment, après, on est tous différents. Il y a des personnes introverties, extraverties, des personnes plutôt timides, on n'a pas tous les mêmes besoins en termes de sociabilité. Je voulais quand même aussi mentionner le fait qu'il existe une pathologie qui s'appelle l'anxiété sociale, qui est donc une forme de trouble anxieux reconnue, qui se caractérise par une forte anxiété à l'idée d'être embarrassé, humilié, mais parfois juste à l'idée d'être observé lors d'interactions sociales. Ça se traduit par des rougissements, les personnes se mettent à transpirer, respirer fort, et donc évidemment ça accroît le sentiment d'anxiété quand on réagit de cette manière-là. L'anxiété sociale peut se traduire au moment des prises de parole en public, quand on est sur scène par exemple, mais aussi dans des situations collectives plus banales. Il y a des personnes qui sont très anxieuses à l'idée qu'on les regarde manger par exemple, ou à l'idée d'aller aux toilettes. C'est une maladie qui touche près de 3 personnes sur 100. Et c'est surtout une source de souffrance, ce qui n'est pas forcément le cas des personnes timides. Il y a des personnes timides ou plutôt solitaires qui ne vivent pas cette situation comme étant source de souffrance. On parle aujourd'hui aussi de batterie sociale, vous avez peut-être entendu parler de ce terme, qui serait la capacité à gérer des relations avec d'autres personnes, qui peut être variable selon les individus, qui peut se décharger comme une batterie. Alors ce n'est pas vraiment un concept scientifique, c'est peut-être plutôt une idée à rapprocher de l'idée de fatigue. En tout cas, c'est un terme qui est beaucoup utilisé par les adolescents notamment, mais qui se diffuse aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, en tout cas, certains des adolescents que je connais l'utilisent beaucoup pour dire non, aujourd'hui, j'ai parlé à trop de gens au lycée, tu ne peux pas m'adresser la parole, j'ai besoin de calme. Bon, alors voilà pour la solitude.
Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que l'isolement? Donc si la solitude est la perception d'être seul, incompris et d'être un peu coupé des autres, en fait c'est plutôt l'isolement qui a été beaucoup étudié en épidémiologie sociale, c'est-à-dire le fait où, enfin, la situation où une personne est physiquement coupée des autres et qui renvoie à la rareté des liens entretenus dans différentes sphères de la vie sociale. Il existe plusieurs définitions, notamment alors dans l'enquête de la Fondation de France dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, ont été considérées comme isolées des personnes qui n'avaient pas ou très peu de contact de visu avec les membres de 5 réseaux différents, donc leur famille, leurs amis, les personnes qu'elles côtoient au travail et les voisins et des personnes qu'elles pourraient croiser dans le cadre de leurs loisirs. Dans cette étude, les liens numériques étaient considérés comme étant plus distants et moins intimes, et donc seulement les relations sociales en face à face et de visu ont été mesurées. Bon, c'est un parti pris, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas la seule manière de mesurer les contacts relationnels, mais ça pose d'autres questions et des difficultés assez importantes. Voilà. Donc dans cette enquête, il s'agit uniquement de combien de fois est-ce que vous voyez dans une semaine type, au cours des 12 mois précédents, différentes personnes de votre entourage. L'autre point important, c'est qu'ici, dans cette enquête, on ne demande pas aux gens s'ils vivent avec quelqu'un ou non. Donc on considère uniquement les personnes qu'elles côtoient et qu'elles fréquentent en dehors de leur foyer. Bon, en prenant donc en compte cette définition de l'isolement relationnel, vous voyez qu'à peu près 10% des personnes en population générale en France, 11%, peuvent être considérées comme étant isolées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de contact fréquent, qu'elles n'ont pas de contact en dehors de leur foyer avec d'autres personnes, et que ce taux est relativement stable en dehors évidemment de la période de la pandémie de Covid où on a tous suivi les consignes sanitaires qui nous disaient de ne pas voir d'autres personnes. Alors quand on regarde en détail comment se distribue l'isolement, et donc voilà, j'ai confondu les deux graphiques, mais là on voit que l'isolement relationnel est plus fréquent dans les communes rurales que dans les grandes villes et en particulier dans l'agglomération parisienne, ce qui d'ailleurs peut-être est en lien avec c'est le portrait que je vous ai cité, voilà, une personne qui parle du fait qu'il est difficile de voir les personnes qui vivent, d'abord il y a l'éloignement géographique, mais il y a aussi le fait qu'elle a du mal à se déplacer ou à rencontrer les personnes qui sont dans son entourage du fait de ses problèmes financiers et de mobilité. Ce qui est évidemment moins problématique en ville. Et puis, quand on décompose ces relations sociales, ce que nous montre cette enquête, c'est que les personnes qu'on voit le plus fréquemment de visu, ce sont les amis et les voisins, suivis par la famille, qu'on voit un tout petit peu moins souvent. Alors, concernant les voisins, il y a quelque chose qui s'appelle le principe de proximité en psychologie sociale, inspiré de la psychologie Gestalt, qui nous dit que nous sommes plus à même de créer des relations avec des personnes qui nous sont proches dans l'espace, pour plusieurs raisons, et je pense que c'est intéressant, c'est peut-être quelque chose à réfléchir. Premièrement, alors d'abord parce que ce que nous dit la psychologie Gestalt, c'est que notre cerveau a tendance à regrouper les choses qui sont proches dans l'espace. C'est comme ça que nous percevons ce qui nous entoure. Nous organisons et interprétons les formes, les figures, les objets, et peut-être que d'une certaine manière nous faisons la même chose avec les personnes qui nous entourent. Donc si nous identifions des personnes qui nous sont proches comme faisant partie d'un tout, on les regroupe et on s'en sent plus proches. Il y a aussi un effet d'exposition, tout simplement, c'est-à-dire qu'on est plus souvent en contact avec les personnes qui sont pas très éloignées dans l'espace, et une exposition répétée à un stimulus, y compris lorsque c'est une personne, peut conduire à une préférence implicite. Ça a été largement montré dans les travaux de psychologie sociale. Donc, en voyant quelqu'un fréquemment, juste du fait de la proximité, on peut commencer à le préférer par rapport à d'autres personnes que l'on voit moins souvent.
Et puis troisièmement, évidemment, la facilité des contacts liés à la proximité. On sait par exemple que l'amitié dépend de la proximité physique et de la fréquence des contacts qui sont nécessaires pour faire prospérer ce lien. Par contre, cette tendance à identifier comme proches des personnes qui sont dans notre espace géographique a aussi évidemment des effets négatifs, puisqu'on peut au contraire avoir des stéréotypes ou une forme d'intolérance envers des personnes que l'on considère comme étant plus éloignées ou en tout cas perçues comme telles. Alors en 2025, plus de la moitié des personnes vivant en France ont des contacts réguliers avec les membres de leur famille, par ailleurs, ce qui est quand même une forme de sociabilité qui est plus développée que dans d'autres pays. Plus de 6 personnes sur 10 côtoient régulièrement, c'est-à-dire une ou plusieurs fois par semaine au moins, leurs amis et organisent des moments de convivialité avec eux. La sociabilité est liée aux conditions de vie et de mobilité, comme je l'ai déjà évoqué, et dans cette enquête, les personnes qui ont de faibles ressources ou qui travaillent dans des emplois plus manuels ont moins de liens à la fois avec leurs amis mais aussi avec leur famille que ceux qui ont plutôt des niveaux de revenus plus élevés ou qui travaillent comme cadres. C'est vrai aussi des contacts avec les collègues de travail en dehors du travail, puisque 24% des cadres déclarent voir leurs collègues une ou plusieurs fois par semaine en dehors de leur travail, contre seulement 17% des employés ou des ouvriers. Là aussi, il existe des disparités territoriales. La sociabilité avec les collègues de travail, c'est plus un phénomène qu'on observe en ville que dans les campagnes. Et bien sûr, les événements de vie tels que les licenciements, les accidents, les maladies ou les difficultés au travail conduisent en revanche à fragiliser les sociabilités professionnelles. Voilà, bon, tout ça pour dire qu'il y a des inégalités il y a différents types de réseaux de sociabilité qui sont à la fois complémentaires, mais pour lesquels il existe des déterminants plus larges, et il se trouve que ces déterminants sont largement socio-économiques et géographiques, et donc finalement les mêmes personnes vont avoir tendance à avoir des réseaux de sociabilité plus variés. Un des facteurs qui contribue à l'isolement, c'est le fait de vivre seul. Entre 1990 et 2013, l'INSEE nous indique que donc, le nombre de ménages en France a augmenté, la population a augmenté au total de 17%, mais le nombre de ménages composés d'une seule personne a augmenté de 30%, c'est-à-dire 2 fois plus que le nombre de ménages au global. Et en tout, c'est ce que montre ici ce graphique, à peu près 30% de la population est composée de ménages d'une seule personne. Ici, ce qu'on voit sur ce graphique, donc c'est les ménages composés d'une seule personne, c'est la partie en rose saumon. On voit que il y a beaucoup de ménages seuls chez les femmes de plus de 60 ans, mais pas uniquement, et chez les femmes, mais aussi chez les hommes entre 40 et 60 ans. Le nombre de ménages composés d'une seule personne est assez important. Alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui vivent seules ? L'espérance de vie s'est allongée, surtout chez les femmes, et elles vivent plus longtemps que les hommes. Il y a beaucoup plus de veuves que de veufs, vous le savez. Il y a aussi plus de séparations et de divorces. Et puis globalement, on s'installe en couple plus tardivement. Ces différents phénomènes démographiques contribuent au fait de vivre seul. Et puis bien sûr, dans les grandes villes, il y a des phénomènes spécifiques liés aux études, à l'offre universitaire et au marché de l'emploi. Donc, je vous ai dit qu'au total, 30% de la population en France vit seule. À Paris, c'est 52% des ménages qui sont composés d'une seule personne, et c'est la proportion la plus importante en France. Donc, on a vu que les Français se sentent plus seuls que les habitants d'autres pays, mais quand on regarde l'isolement, on est plutôt dans la moyenne. Peut-être même un tout petit peu au-dessus. Donc il y a un décalage entre le ressenti de solitude et ce que nous disent les indicateurs objectifs d'isolement. Ici, il s'agit de la fréquence des contacts avec 4 à 5 personnes ou membres de la famille autour de soi. Bien sûr, ce décalage est lié aux représentations que nous pouvons avoir de nos relations avec les autres et de ce que nous attendons de ces relations. Donc, en France, on a tendance à être peu isolé et très seul. Au Portugal, par exemple, c'est
plutôt l'inverse, le niveau d'isolement est faible, c'est-à-dire c'est même plus accentué, pardon. Le niveau d'isolement est relativement faible et les niveaux de solitude assez élevés. Alors un mot quand même sur la place des contacts virtuels, c'est-à-dire principalement par téléphone, visioconférence, message. Les données de l'OCDE nous disent qu'il y a une corrélation entre le fait d'avoir des contacts réguliers avec des membres de sa famille ou des amis de visu et les contacts qu'on peut avoir via le numérique. C'est des corrélations de l'ordre de 0,3, donc elles ne sont pas très élevées, mais elles existent quand même. Par contre, la fréquence des contacts avec la famille ou les amis, que ce soit de visu ou numérique, n'est pas du tout associée au fait de se sentir seul ou de se déclarer seul. Donc voilà, c'est un peu compliqué quand même. Et il faut, en fait, ce que ça nous dit surtout, c'est que dans les enquêtes, il faut mesurer à la fois le sentiment de solitude et la situation des personnes en termes d'isolement pour avoir une information complémentaire. Depuis la pandémie de Covid, donc le thème de la solitude est quand même très largement repris par les pouvoirs publics. L'Organisation mondiale de la santé a même créé une commission sur les liens sociaux qui a rendu un rapport en 2025, soulignant encore une fois le caractère essentiel des connexions sociales et le fait qu'il s'agit d'un besoin humain fondamental. Cette commission a aussi identifié, c'est ce qui est représenté ici, plusieurs déterminants de la solitude et de l'isolement relationnel, tels qu'une mauvaise santé, le fait d'être marginalisé, la situation sociale et économique, le fait de vivre seul, des caractéristiques de la communauté au sens anglo-saxon, bien sûr, dans laquelle on vit, et donc le niveau de cohésion sociale, le fait de vivre des transitions importantes ou des événements de vie, et l'utilisation des technologies numériques, alors dont le rôle ici n'est pas tout à fait clairement identifié, mais dont on imagine, en fait l'idée dans ce rapport est de dire que plus on utilise les réseaux sociaux en particulier et de manière exclusive, plus on a tendance à délaisser d'autres formes d'activités dans lesquelles on pourrait avoir plus de liens physiques et de visu avec d'autres personnes, notamment un certain nombre d'activités de loisirs, et c'était aussi une des conclusions du rapport de l'ANSES que j'ai cité tout au début. Donc les contacts via le numérique, via les réseaux sociaux, évidemment, en soi ne posent pas problème. C'est plutôt la manière dont on entretient ces liens via les technologies digitales et la place qu'ils prennent par rapport aux contacts de visu. Et si on a à la fois des contacts en personne et via les réseaux sociaux, il n'y a pas de lien spécifique avec la santé. Donc, voilà un tout petit peu où on en est sur les mesures et les questions autour de la solitude et de l'isolement. J'aimerais maintenant aborder quelques points concernant ce que l'on sait concernant les conséquences en termes de santé. Alors pour commencer, j'aimerais citer des recherches qui sont assez anciennes et qui portent pas uniquement sur les effets de la solitude et de l'isolement, mais plus largement sur les réseaux relationnels que nous entretenons ou pas et leurs caractéristiques. Parce qu'évidemment, la question en termes de santé n'est pas seulement de savoir si on a des personnes avec lesquelles interagir, mais aussi le type, la qualité de ces relations. Évidemment, nous avons déjà évoqué lors des sessions précédentes les difficultés qui peuvent surgir au sein des familles ou dans l'entourage, les questions de conflit, de violence, d'absence de soutien, etc. Donc, les recherches sur les réseaux relationnels et qu'on appelait d'ailleurs initialement réseaux sociaux, sauf qu'aujourd'hui ça prête à confusion avec les plateformes numériques, donc je vais plutôt parler de réseaux relationnels. En anglais on dit toujours social networks parce que finalement ils parlent plutôt de social media pour les réseaux sociaux numériques, mais donc moi je vais plutôt parler des réseaux relationnels. Toutes ces recherches dont je vais vous parler ont commencé à émerger à partir des années 50, lorsque des anthropologues britanniques puis américains ont fait l'observation que les groupes sociaux auxquels on s'intéressait traditionnellement, c'est-à-dire la parenté, l'espace résidentiel, la classe sociale, étaient devenus insuffisants pour caractériser les contacts et les comportements humains, puisque les groupes sociaux dans lesquels nous nous inscrivons servent entre autres à avoir accès à certaines ressources, trouver un partenaire de vie, un travail, un lieu de vie, etc. Et donc les modes de vie
en tout cas occidentaux, ayant évolué à partir des années 50, certains anthropologues ont commencé à s'interroger sur un périmètre social plus large, donc qui a donné lieu à ces analyses par réseaux sociaux qui sont toujours utilisées en sociologie et en psychologie, et où en fait on place l'individu au centre d'un cercle relationnel pour comprendre l'ensemble des interactions qu'il ou elle peut avoir avec d'autres. En épidémiologie, on utilise aussi ce type d'analyse, notamment pour mieux comprendre la diffusion des maladies infectieuses qui se diffusent également via nos réseaux sociaux, ou pour comprendre certains comportements qui sont influencés par le fait d'appartenir à un groupe. Et donc je voudrais vous citer un exemple de ce type qui est basé sur les travaux de Nicholas Christakis et James Fowler, qui ont utilisé des données d'une grande cohorte américaine dont l'objectif principal est d'étudier le risque cardiovasculaire. Il se trouve que cette étude est basée dans une ville dans la banlieue de Boston qui s'appelle Framingham, donc c'est l'étude Framingham Heart Study, et elle s'est centrée sur des individus à qui on a demandé d'identifier toutes les personnes de leur entourage, puis les chercheurs sont allés interroger ces personnes de l'entourage également, en leur posant un certain nombre de questions. Et donc ça permet d'avoir des données en fait, sur plusieurs personnes au sein d'un même réseau. Et les résultats de leurs analyses montrent qu'il existe des clusters ou des regroupements. Donc ici, ils ont fait des analyses de ce type pour expliquer différents types de comportements, le surpoids, l'obésité, mais ici j'ai repris les résultats portant plus particulièrement sur le sentiment de bonheur, ou en tout cas l'absence de dépression, parce qu'en y regardant de plus près, en fait, le bonheur ici dans cette étude a été étudié comme l'absence de symptômes à un certain nombre de... l'absence de symptômes de dépression sur une échelle particulière. Bon, quoi qu'il en soit, admettons qu'il s'agit d'une mesure du fait d'être ou non heureux. Et donc, ce qu'ont montré, c'est leurs analyses, donc, en combinant le niveau de bonheur des personnes et de tous les membres de leur entourage, c'est que plus on a de personnes heureuses autour de soi, plus on est soi-même heureux. Et plus on est soi-même heureux, plus les personnes proches de nous sont heureuses aussi. Et donc là, ça se calcule en essayant en caractérisant les corrélations et les liens statistiques selon la proximité des personnes dans ce réseau humain. Ce qui nous affecte plus, c'est le fait que les personnes les plus proches de nous géographiquement et en termes de contacts répétés soient heureuses que des personnes plus éloignées. Ce qui peut peut-être illustrer aussi le principe de réciprocité des relations humaines. Et d'ailleurs, je remercie ici la personne qui m'a rappelé il y a quelques semaines qu'on n'avait pas beaucoup parlé de cette question de réciprocité, pas seulement de ce que les autres peuvent nous apporter, mais aussi de ce qu'on gagne à se comporter d'une certaine manière vis-à-vis des autres. Ce type de réseau sociaux est utilisé, comme je l'ai déjà dit, dans les maladies contagieuses, et pour expliquer d'autres types de comportements, on utilise le terme de contagion sociale. Si on est heureux, on peut rendre les autres heureux, c'est peut-être aussi simple que ça. Il faut quand même préciser qu'il y a très peu d'études qui ont été en mesure d'identifier comme ça différentes personnes dans un même réseau, et donc ces études... j'ai oublié une partie de la diapo, mais c'est pas très grave. En fait, ces résultats, qui sont quand même très... je ne sais pas comment dire, on aurait envie qu'ils soient vrais, en fait, ont été assez peu répliqués. Donc, je les cite parce que c'est une méthode d'analyse très intéressante pour pouvoir étudier les liens entre les caractéristiques des personnes qui nous entourent et nos propres caractéristiques ou comportements. Mais on n'est pas sûr quand même que ces résultats soient si valides que ça, parce qu'il est difficile de les répliquer dans d'autres études. Et puis ce type d'analyse par réseaux sociaux est aussi ou réseau relationnel est aussi intéressant parce qu'il permet d'aborder la structure des liens. Pas seulement le nombre d'interactions, mais aussi ce qui se passe quand on échange avec d'autres personnes, et ce qui peut être évidemment très important en termes de santé. À partir de la fin des années 60, des sociologues américains se sont intéressés à cette question des liens entre les relations interpersonnelles et la santé, en décortiquant le fonctionnement des réseaux sociaux. Donc, on sait qu'avoir des personnes autour de soi, c'est d'abord une source de soutien,
émotionnel et matériel, mais aussi on a besoin des autres pour être engagé, pour créer ou recréer de l'attachement, de la réciprocité, comme je viens de le dire. Il y a un autre concept qui a été conçu par un psychologue américain, Anton Antonovsky, qui parle du sentiment de cohérence. Donc, quand on est intégré dans un groupe et qu'on a des échanges réguliers avec d'autres personnes, notre propre sentiment de cohérence peut être renforcé. Et donc, ça aide aussi en termes de santé. Et puis, les contacts interpersonnels, ça peut être aussi une source de stimulation et c'est un sujet qui a beaucoup été étudié, en particulier chez les personnes âgées. Plus on voit d'autres personnes, puis plus on vieillit en bonne santé. Alors, cette approche concernant les liens de sociabilité comme pouvant être quantifiables et relevant en partie du contexte a émergé, bien sûr, dans la suite, dans la tradition des travaux d'Émile Durkheim, et en particulier le suicide, où le père de la sociologie est parti d'une hypothèse très simple. Le suicide est un acte intime et individuel, et en même temps, quand on regarde à l'échelle d'une population, les taux de suicide ont tendance à être relativement stables dans le temps. Il en a tiré l'hypothèse que des facteurs contextuels sociaux étaient associés au suicide. Il a d'ailleurs dit que le suicide était en soi un fait social. Et il s'est plus particulièrement intéressé à la sociabilité, puisqu'il avait comme hypothèse que l'isolement relationnel était un déterminant du suicide. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais je pense que les travaux de Durkheim sont de toute façon très connus. Ce qui est important, c'est que Durkheim a beaucoup insisté sur cette question, alors non seulement de l'isolement, mais aussi de l'attachement à un groupe et du fait que le groupe auquel on appartient procure une forme de régulation. Et donc, les travaux dont je vais vous parler s'inspirent beaucoup de ces résultats, c'est-à-dire qu'ils portent... il y a une idée très forte qui est qu'appartenir à un groupe, c'est essentiel et que cette forme d'intégration nous permet d'être en bonne santé, quelles que soient les relations qu'on entretient avec les autres. Et l'autre référence importante, bien sûr, pour les travaux actuels sur les réseaux relationnels et la santé, ce sont les travaux de John Bowlby, dont j'ai déjà parlé, qui a développé la théorie de l'attachement. Alors, venons-en aux recherches modernes sur la manière dont les liens de sociabilité ont des effets sur la santé. La personne qui a mis ce sujet à l'agenda scientifique contemporain est Lisa Berkman, une épidémiologiste américaine qui s'est intéressée à ces questions dès les années 70. Elle travaillait à l'époque avec Len Syme, qui est considéré comme le père de l'épidémiologie sociale. Syme venait de la sociologie de la santé et a intégré son intérêt pour les déterminants sociaux de la santé, donc qui sont, et bien sûr, la sociologie de la santé permet d'étudier cette thématique. Il a intégré cet intérêt avec des méthodes d'enquête épidémiologique et il a créé en fait véritablement une école de pensée en formant de nombreux chercheurs dans le domaine, donc, dont Lisa Berkman, mais aussi Michael Marmot, Nancy Krieger, ce qui fait que, si bien qu'aujourd'hui, dans toutes les facs de santé publique aux États-Unis et en Grande-Bretagne, il y a un département d'épidémiologie sociale dont les chercheurs étudient les effets de multiples aspects de l'environnement social sur la santé. Alors, il se trouve que moi, j'ai eu la chance immense de faire ma thèse avec Lisa Berkman, et donc les premières études épidémiologiques auxquelles j'ai participé montraient les effets de l'isolement relationnel sur la santé, mais elle a d'abord étudié cette question aux États-Unis, donc à partir des années 70, dans une étude qui s'appelle Alameda County Study, et où les personnes ont été interrogées sur différents aspects de leur sociabilité, leur statut marital, le nombre de contacts qu'elles entretenaient avec des amis, des membres de leur famille, et leur affiliation à des associations, syndicats ou partis politiques. Et donc vous voyez ici sur ce graphique que les taux de mortalité chez les hommes comme chez les femmes étaient plus élevés ici en jaune chez ceux qui avaient un réseau relationnel faible que chez ceux qui avaient plutôt un réseau relationnel important. Ces recherches ont ensuite été répliquées en France, notamment
dans les données de la cohorte Gazelle, qui est une cohorte épidémiologique initiée par Marcel Goldberg, un épidémiologiste et professeur de santé publique qui travaillait plutôt au départ sur les facteurs de risque professionnels et qui a lancé la première recherche INSERM en épidémiologie sociale en France, dans les années 90. Donc, Gazelle est une cohorte qui a été créée en 1989 et qui a inclus 20 000 personnes qui initialement travaillaient pour la grande entreprise nationale EDF-GDF. Pourquoi cette entreprise? D'abord parce qu'elle employait des personnes qui occupaient différents types de métiers, à la fois des ouvriers, des employés, mais aussi des cadres. Donc il y avait une forte variabilité de situations professionnelles. Les gens habitaient et travaillaient dans toute la France, donc là aussi, grande variabilité géographique. Et puis, élément important, parce que les salariés d'EDF-GDF ne quittaient jamais leur entreprise, ils y restaient à vie. EDF-GDF leur versait même leur retraite, ce qui permettait aux épidémiologistes de ne jamais perdre les participants de vue. Et c'est un élément très important. Donc, cette étude sur réseau de sociabilité et mortalité a été répliquée dans les données de la cohorte Gazelle. Et vous voyez ici qu'en étudiant 17 000 personnes suivies entre 1991 et 1999, on a trouvé que chez les hommes, le taux de mortalité était presque 3 fois plus élevé, en prenant en compte évidemment d'autres types de facteurs qui peuvent être liés à la santé chez ceux qui étaient les plus isolés par rapport à ceux qui avaient une bonne intégration sociale. Et chez les femmes, cet écart de mortalité était même plus élevé, avec un risque relatif plus de 3 fois plus élevé. Voilà, là je vous cite 2 exemples, mais beaucoup de recherches ont montré que le fait d'être isolé avait des effets sur la santé en général, la mortalité, avec quand même initialement beaucoup d'hypothèses sur le risque cardiovasculaire, qui ont d'ailleurs en partie été validées. Il existe aussi bien sûr beaucoup d'études sur les liens de sociabilité et la santé mentale. Par exemple, une revue de la littérature scientifique publiée en 2022 et qui s'est concentrée uniquement sur les études longitudinales, où les liens relationnels sont mesurés avant la santé mentale, ce qui est évidemment très important puisque, encore une fois, le sentiment de solitude et l'isolement peuvent résulter des problèmes de santé mentale. Donc cette étude a montré que la taille du réseau relationnel et le soutien social perçu sont protecteurs, donc c'est 2 dimensions qui peuvent être étudiées de manière séparée, tandis que la solitude augmente le risque de dépression. Par ailleurs, une grande étude de plus de 4500, auprès de plus de 4500 personnes atteintes de troubles psychiatriques et de troubles psychiatriques sévères tels que la schizophrénie, les troubles bipolaires ou des épisodes dépressifs majeurs, a montré que près de 60% de ces personnes disaient se sentir seules et 63% étaient objectivement isolées. Donc évidemment, chez les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques, d'autant plus s'ils sont chroniques, les niveaux de solitude et d'isolement sont assez élevés. Je ne sais pas si vous connaissez le film de Nicolas Philibert, la série de films qu'il a fait sur la psychiatrie et notamment sur l'Adamant, qui est un film qui montre le suivi de plusieurs personnes. C'est de très beaux portraits de personnes suivies dans le cadre de cet hôpital de jour un peu particulier et qui ne parlent que de leur solitude et de à quel point la structure dans laquelle elles vont leur sauve la vie parce qu'elle leur permet de à la fois avoir des contacts et aussi être en lien avec d'autres. Donc, l'isolement relationnel a des effets psychologiques et sur le comportement, mais il y a aussi beaucoup de recherches sur les effets physiologiques directs pour essayer de mieux comprendre l'impact en santé. Beaucoup d'études qui ont montré un effet sur l'axe HPA, c'est-à-dire le système, tout le système de réaction, qui coordonne nos réactions au stress, la charge allostatique, qui est une mesure composite visant à identifier le risque de problèmes de santé cardiovasculaire qui combine la pression artérielle, le taux de lipoprotéines et de cholestérol, le rapport taille-hanche, etc. On a aussi retrouvé des liens, les recherches ont retrouvé des liens entre l'isolement relationnel et l'absence de soutien social et le vieillissement biologique prématuré.
des taux d'inflammation et le fonctionnement du système immunitaire. Et je vais juste vous montrer une étude très connue justement sur le fonctionnement du système immunitaire. C'est une étude menée par l'équipe de Sheldon Cohen, qui est un psychologue américain à l'université Carnegie Mellon à Philadelphie, qui a montré de manière expérimentale que l'isolement relationnel était associé à un moins bon fonctionnement du système immunitaire. Alors comment est-ce qu'ils ont procédé ? Eh bien, dans une étude menée à la fin des années 90, ont été recrutées 276 personnes âgées de 18 à 55 ans. Elles ont été enfermées en laboratoire, alors avec leur consentement, évidemment, et on leur a demandé quelles étaient... on leur a posé plein de questions sur leur sociabilité, avec qui elles habitaient, est-ce qu'elles avaient des liens avec des membres de l'entourage, etc. Est-ce qu'elles étaient actives dans des associations. Puis on les a exposées à un virus, le virus du rhume commun, je vous rassure, c'était tout à fait réversible. Et ils étaient consentants, ce qui est très important. Et donc, puis les participants sont restés en quarantaine pendant une semaine. Et leur niveau de symptômes a été mesuré, alors à la fois de manière subjective, mais aussi de manière objective par leur température, leur encombrement, etc. D'ailleurs, il y a par exemple, comment est-ce qu'on mesure objectivement comment quelqu'un est enrhumé ? Les chercheurs ont compté et pesé les mouchoirs utilisés par tous les participants. C'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Donc, tout ça pour montrer que les participants qui étaient isolés sur le plan relationnel avant l'étude, bien sûr, étaient plus à risque de tomber malades et avaient plus de symptômes que ceux qui étaient plutôt bien intégrés et plus sociables. Bon, alors vraiment c'est une étude très célèbre, comme vous l'imaginez. Ce chercheur a fait plein d'autres recherches pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'isolement relationnel, ou comment est-ce que l'isolement relationnel affecte le système immunitaire. Il y avait toute une hypothèse sur les niveaux de cortisol, par exemple, qui bloqueraient le fonctionnement du système immunitaire, enfin qui bloquent le système du fonctionnement immunitaire. On le sait quand on prend des corticoïdes, par exemple, voilà, en cas de... bon, mais ce n'est pas une piste qui a été très fructueuse. Alors, les gens qui sont isolés et qui étaient isolés dans cette étude étaient aussi ceux qui avaient le plus tendance à boire, fumer, moins dormir, avoir moins d'activité physique. Donc, peut-être que les comportements à la santé les rendaient plus vulnérables à attraper des virus et être plus malades. Bon, en tout cas, on ne sait toujours pas. Aujourd'hui, il y a des études sur des marqueurs moléculaires qui pourraient être associés, en particulier certains types de protéines, qui pourraient être associés au fait, à nos niveaux de sociabilité. Mais les mécanismes biologiques qui relient la sociabilité et la santé demeurent mystérieux. Et si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous conseille vivement le cours de Sonia Garel qui porte précisément sur les liens entre, alors en tout cas une partie, sur les liens entre le fonctionnement du système nerveux et le système immunitaire et qui présente les résultats de recherche les plus récents dans ce domaine. Est-ce qu'on peut promouvoir via des programmes de santé des liens sociaux de qualité, protecteurs et qui vont nous être bénéfiques ? Si on suit l'approche théorique proposée par Lisa Berkman et reprise par la commission sur les liens sociaux de l'EMS, en fait, il faut agir sur les déterminants en amont, tels que la pauvreté, les inégalités sociales, les problèmes de mobilité. Voilà, bon, je crois que j'ai déjà eu l'occasion de dire ici, les indicateurs macroéconomiques, en tout cas pour certains, n'évoluent pas dans ce sens. En France et dans d'autres pays riches, les niveaux d'inégalité de revenus et le pourcentage de la population qui est en situation de pauvreté augmentent. Je vais quand même le redire. Donc, la pauvreté en France et dans d'autres pays, et dans la plupart des autres pays riches, est définie comme 60% du revenu médian, c'est-à-dire 1 300 € par mois actuellement pour une personne seule et 2 700 € par mois pour un couple avec 2 enfants. Et la pauvreté ayant augmenté depuis l'épidémie de Covid, désormais 15% de la population vit avec moins que ce niveau de ressources. Les leviers économiques sont bien au-delà du champ des chercheurs en santé, mais les chercheurs en santé cherchent par d'autres moyens à essayer de mobiliser et
tisser des liens sociaux dans le but d'améliorer la santé. Donc là, je vais juste citer 2 études qui ont essayé de faire le point sur l'ensemble des recherches dans ce domaine. Et en population générale, alors la conclusion, c'est qu'en population générale, le fait de soutenir des activités sociales en proposant des réunions, des sorties, des activités collectives pour rompre l'isolement, il y a des programmes de recherche qui font ça, hein, mais il y a aussi évidemment des manières de le faire en dehors des programmes de recherche. À l'échelle des collectivités, de quartiers, etc. Il semblerait que plus on a d'opportunités donc, de créer des liens via des choses qui se passent autour de nous ou certaines incitations, plus on a tendance effectivement à avoir des contacts sociaux. Pour les personnes qui se sentent seules, ce qui semble le plus efficace, c'est plutôt des approches psychologiques pour essayer de travailler sur ce que reflète ce sentiment de solitude, plus que le fait de proposer des opportunités de sortir et de voir d'autres gens. Bon, ces effets sont quand même assez modérés et on ne sait pas très bien si stimuler les contacts sociaux est efficace dans le temps. L'étude voilà, que je cite ici de Thomas Hansen a aussi intégré dans leur revue une évaluation de ce qu'on sait des interventions digitales pour promouvoir, donc il y a des applications smartphones hein, par exemple qui visent à mettre les gens en lien les uns avec les autres et les inciter à se voir aussi en dehors de l'appli. On n'a pas montré d'efficacité à ce type d'approche pour le moment. Pour les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques et qui sont donc particulièrement isolées, il semblerait que des interventions de renforcement du réseau relationnel sont prometteuses, mais là aussi sans effet majeur. Il y a une autre approche qui est actuellement très en vogue, dont je voulais parler rapidement, qui est la prescription sociale, dont le but est vraiment de rompre le cercle vicieux entre isolement et santé. De quoi s'agit-il ? Donc c'est une approche qui est développée en Grande-Bretagne et notamment à Singapour. Il s'agit en fait de prescrire des activités sociales aux personnes qui sont isolées et qui souffrent de maladies chroniques. Donc là, c'est le médecin, alors pas tout seul, hein, avec un agent de liaison, comme ça, c'est la manière dont le terme a été traduit en français, qui propose à la personne, à quelqu'un qui souffre de maladies chroniques, donc ça peut être des troubles psychiques, mais ça peut aussi être l'obésité, le diabète, d'autres formes de maladies, et qui est très isolé, avoir plus de liens sociaux. L'idée étant en fait aussi de permettre à la personne d'identifier les ressources existantes dans le quartier, dans la ville au sein de laquelle il ou elle vit, et de s'adapter à ses besoins. Donc, en Grande-Bretagne, c'est une politique de santé. Hein, les médecins généralistes prescrivent des activités sociales. Peut-être que c'est un tout petit peu similaire à la prescription d'activités physiques dont vous avez peut-être entendu parler et qui existe déjà en France. Voilà, c'est un peu l'idée qu'en fait la santé, évidemment, c'est pas que la médecine et que les médecins peuvent accompagner autrement qu'en prescrivant des médicaments. Et donc les études qui ont été menées sur ces expérimentations à date montrent une amélioration de l'estime de soi, de l'humeur, de la santé physique des personnes et aussi une diminution du nombre de consultations en soins primaires parce qu'il y a quand même derrière l'idée que voilà, c'est peut-être aussi positif pour le système de santé. Alors en France, la prescription sociale n'existe pas encore en tant que telle, mais le ministère de la Santé mène une réflexion sur le déploiement de ce type de dispositif, en particulier pour les personnes qui souffrent de troubles psychiques. Par contre, nos institutions sont déjà évidemment bien au fait du rôle de l'isolement social. Le 5 février avait lieu la journée de prévention du suicide et sur le site de la santé, on peut déjà trouver un certain nombre d'éléments sur des actions pouvant peut-être permettre de lutter contre l'isolement social, en tout cas à échelle locale. Alors, l'ensemble de ces recherches va bien sûr dans le sens de la fameuse citation d'Aristote « L'homme est un animal social, l'absence de lien avec d'autres personnes, quelle qu'en soit la raison, peut nous porter préjudice ». Mais si on relit cette citation dans son intégralité, en fait, on s'aperçoit qu'elle est souvent mal interprétée, puisque le texte nous dit en fait que l'homme est un animal politique, c'est comme ça que
en tout cas c'est bon, la traduction la plus proche du texte original, et que celui qui est hors de la cité, naturellement bien sûr, et non par le hasard des circonstances, est soit un être dégradé, soit un être surhumain. Donc en fait ce que nous dit Aristote, c'est que oui, la sociabilité, les relations avec les autres sont importantes, mais c'est surtout la place qu'on occupe dans la cité et ce qui se passe une fois que ces connexions à d'autres personnes existent, l'affiliation au collectif et une reconnaissance de notre citoyenneté qui sont essentielles. Et c'est aussi ce que nous dit le sociologue Serge Pogam, qui travaille sur la question des liens sociaux et l'importance des institutions qui régissent nos vies et la construction de ces liens sociaux. Il nous dit notamment, et je cite, « L'individu ne peut vivre sans lien, il passe sa vie à s'attacher ou à se rattacher après une rupture, à sa famille d'abord, aux proches qu'il s'est choisis par nécessité, par amour ou par amitié, à sa communauté ethnique ou religieuse, à ses collègues de travail ou à ses pairs, aux personnes qui partagent les mêmes origines géographiques, sociales ou culturelles, et bien sûr aussi aux institutions de son pays. Autrement dit, l'être humain est anthropologiquement solidaire. Ces attaches lui assurent à la fois la protection face aux aléas du quotidien et la reconnaissance de son identité et de son existence sociale. L'attachement social comme le processus d'entrecroisement et le processus d'entrecroisement de ces différents types de liens. Peut-être que le portrait de Nathalie que j'ai cité tout à l'heure illustrait à la fois multiples types de ruptures, l'absence d'inscription dans les institutions pouvant être source de liens, la famille, le travail, une place sociale, aussi l'absence de mobilité. Voilà, donc si vous voulez en savoir un tout petit peu plus, je vous conseille vivement les travaux de Serge Pogam. Voilà, c'était le dernier cours de cette série où j'ai essayé de montrer comment un sujet aussi intime que la santé mentale peut être abordé par l'épidémiologie au travers de grandes enquêtes et de statistiques, en essayant d'éclairer vraiment quelques sujets qui sont bien sûr liés entre eux, parce qu'il a fallu faire des choix. Donc je suis très reconnaissante au Collège de France d'avoir pu partager pendant ces quelques semaines la manière dont l'épidémiologie définit les troubles psychiques. Voilà, j'espère que ça permet d'un peu mieux faire connaître ma discipline. Ma connexion avec le Collège de France n'est pas tout à fait terminée puisque le 29 mai, j'aurai le plaisir d'accueillir ici des collègues français et étrangers pour un colloque dans le titre et donc santé mentale et addiction, comment comprendre les déterminants pour améliorer la santé populationnelle. L'idée étant d'avoir une approche vie entière, c'est-à-dire qu'on va parler à la fois des déterminants de la santé mentale pendant l'enfance, à l'âge adulte, puis ensuite aux âges avancés de la vie, dans une approche interdisciplinaire. Voilà, ce sera en anglais, ce sera ici dans l'amphi qui est à côté, et bien sûr c'est ouvert à tout le monde, donc voilà, n'ayez pas peur de l'anglais, on pourra aussi échanger en marge de ce colloque en français, et j'espère que il y aura beaucoup de monde parce que les collègues qui viennent sont très très spécialistes de leur sujet. Il me reste à vous remercier d'avoir assisté à ce cours et à cette série. J'ai été très touchée par votre présence si nombreuse et les échanges que nous avons pu avoir. Quand même un mot un peu plus personnel. En ces temps pas toujours joyeux pour la recherche publique, voilà, je retourne à l'INSERM avec beaucoup de baume au cœur et merci.